Mes chers collègues, nous débutons les travaux de notre mission d'information sur le bilan de l'intercommunalité, mission qui a été installée il y a à peine une semaine, par l'audition d'un acteur clé pour le sujet que nous avons à traiter, l'Association des maires de France et, ne l'oublions pas, des présidents d'intercommunalités de France. Je précise qu'elle fait l'objet d'une diffusion en visio et qu'elle sera disponible sur le site internet du Sénat. Nous avons le plaisir d'accueillir le premier vice-président de l'AMF, M. André Léniel, maire d'Issoudun depuis 1977, je crois. C'était avant la décentralisation, avant le contrôle a priori. Et président de la communauté de communes du pays d'Issoudun, coprésident de la commission d'intercommunalité de l'AMF. Monsieur le ministre, nous vous remercions chaleureusement de vous être rendu très rapidement disponible pour nous faire partager votre grande expérience en matière de décentralisation et plus précisément nous livrer votre regard sur l'évolution de l'intercommunalité. J'ajoute que vous êtes accompagné notamment de Madame Marie-Cécile Georges, responsable de la mission intercommunalité et territoire de l'AMF. Je vous précise que notre mission d'information, créée à l'initiative du groupe RDSE pour Rassemblement démocratique et social européen, n'a pas pour objectif de remettre en cause le principe de l'intercommunalité, ni l'ensemble de l'architecture mise en place il y a maintenant 10 ans, et même davantage, mais d'identifier les freins et blocages de toute nature qui entravent le bon fonctionnement de certaines structures intercommunales. En adoptant une démarche pragmatique au plus près des réalités du terrain, nous avons à cœur de trouver avec les élus, en particulier les maires et les présidents d'intercommunalités, des voies d'amélioration pour garantir le meilleur fonctionnement possible de notre démocratie locale, notamment en termes de gouvernance et de services rendus aux citoyens. Je sais que notre rapporteure Maryse Carrère, que je salue, est pleinement déterminée à mener à bien cette tâche. Voilà pourquoi je lui cède immédiatement la parole pour que nous entrions directement dans le vif du sujet. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, ainsi que vos collaborateurs, de venir à notre rencontre. Et merci à tous nos collègues qui sont très nombreux autour de la table, ce qui prouve que le sujet est important et aussi préoccupe beaucoup nos élus et nos territoires. C'est dans cet esprit que le groupe RDSE a souhaité lancer cette mission pour avoir 10 ans après, 8-10 ans après, une photographie de l'intercommunalité et de la façon dont cette loi NOTRe a pu être mise en place et appréhendée par les territoires. Non, Monsieur le Ministre, nous avons hâte de vous entendre. Vous avez reçu un questionnaire qui est un peu lourd et avec beaucoup de questions, une quarantaine de questions. Je vous rassure, on ne va pas vous poser toutes ces questions aujourd'hui. Vous avez le temps pour nous répondre. On vous laissera quand même un peu de temps pour nous répondre. Vous nous ferez passer les éléments dont vous avez connaissance pour plus tard, quand vous le pourrez, en sachant que nous avons quand même quelques semaines devant nous pour effectuer cette mission. Oui, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez aujourd'hui, par votre fonction et de votre passé aussi, une vision, une photographie sur les relations entre la commune et la communauté de communes. Alors, et les communautés de communes et les communes, parce qu'il y a plusieurs territoires, il y a des diversités entre les territoires, qu'ils soient ruraux, urbains. Et nous attendons fortement votre analyse de la coopération locale telle que vous la voyez aujourd'hui, si pour vous elle est satisfaisante ou s'il y a des choses à améliorer. Je vous remercie. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs les sénateurs, d'abord merci de votre invitation. Je suis ici effectivement au titre de l'Association des maires de France et président d'intercommunalité. Je rappelle d'ailleurs que l'AMF est la première association, puisque nous avons 1000 adhérents intercommunaux sur 1230, je crois, j'arrondis, pardonnez-moi. Et bien entendu, l'intercommunalité est pour l'Association des maires de France un élément important. Personnellement, je préside depuis plus de 30 ans une intercommunalité, donc j'ai fait partie, non pas des tout premiers, mais en tout cas dans les premiers pelotons, puisque j'ai été, je crois, le second de ma région
à mettre en place une intercommunalité. Donc je suis très attaché à l'intercommunalité. Mais on sait qu'il y a plusieurs conceptions de l'intercommunalité. Il y a une conception supracommunale de l'intercommunalité. Je crois que si vous me connaissez un tout petit peu, même de loin, vous savez que ce n'est pas la mienne, ni celle de l'AMF. Et puis une conception, j'allais dire, qui fait de l'intercommunalité un outil indispensable pour l'avenir des communes. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des collectivités territoriales définies constitutionnellement, elles sont 3, la région, le département, la commune, et qu'il y a de nombreux outils au service des collectivités territoriales, et que l'un de ces plus éminents outils, c'est bien entendu l'intercommunalité. Les formes d'intercommunalité peuvent être d'ailleurs très variées. La tradition des syndicats intercommunaux date de décennies et de décennies, pour ne pas dire de siècles. Et c'est plus récent que d'avoir des intercommunalités à fiscalité propre. C'est là que, bien entendu, s'inscrit et le présent et le passé des communautés, que ce soit des communautés de communes, des communautés d'agglomération ou des communautés urbaines, voire des métropoles, bien entendu, malheureusement ou heureusement. Ça peut faire tout un débat. Sur ce point, d'ailleurs, la position de l'AMF a toujours été favorable aux métropoles, mais disons qu'au départ, nous étions favorables aux métropoles dès l'instant où elles étaient des métropoles d'équilibre européen. Et à partir d'un certain moment, on a eu le sentiment que l'objectif n'était plus au rendez-vous et que la liste des métropoles a fait l'objet, j'allais dire, de diverses appréciations, certaines qui peuvent être objectives et d'autres qui ont pu sembler subjectives. Elles existent et bien entendu, elles ont un rôle important à jouer, mais je voulais dire les choses parce que nous sommes là pour parler de la loi NOTRe, de la loi MAPTAM, etc. Il y a eu des débats à l'époque de la mise en place de ces lois et nous avons été amenés, puisque j'avais déjà les mêmes responsabilités au sein de l'AMF à l'époque, à prendre un certain nombre de positions. Et je dois vous dire qu'après 10 ans, je crains malheureusement que l'évolution nous ait en grande partie donné raison. Mais nous pourrons bien entendu y revenir. Je ne veux pas être trop long dans cette introduction. Je répète, pour nous, l'intercommunalité, sous toutes ses formes, est un outil et un outil indispensable. Un outil, bien sûr, de mutualisation, mais là aussi, toutes les formes d'intercommunalité peuvent participer à la mutualisation, que ce soit sous forme de syndicats, sous formes diverses. Et nous y mettons, j'allais dire, 3 termes pour définir notre vision de l'intercommunalité. Liberté, et nous constaterons quand nous parlerons des lois que certaines ont fait reculer ces libertés. Subsidiarité et responsabilité, parce qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité. C'est autour de ces 3 termes que nous avons toujours élaboré la doctrine de l'Association des maires et présidents d'intercommunalité. Et c'est bien entendu à l'aune de ces termes que nous avons été amenés tout au long des débats, puis ensuite des votes sur les différentes lois que nous avons déjà citées, de dire notre sentiment, positif ou non, au fur et à mesure de leur évolution. Ce que je peux dire en introduction, c'est que nous avons le sentiment que la loi NOTRe surtout, alors on ne peut pas globaliser, dans la loi NOTRe il y a des choses excellentes, nécessaires. Donc il ne s'agit pas de balayer d'un revers la loi NOTRe. Mais en ce qui concerne le mode de transformation de l'intercommunalité, notre analyse aujourd'hui, c'est que ça a constitué un recul des libertés. Et l'intercommunalité telle que nous l'avons toujours conçue au sein de l'Association des maires de France, c'est une intercommunalité choisie, quel que soit le mode et le niveau d'intercommunalité. C'est une intercommunalité choisie. Et bien entendu, la loi NOTRe a très largement rompu,
mais c'est vrai aussi de la loi MAPTAM, avec cette vision de l'évolution des institutions locales. Voilà ce que je souhaitais dire en préambule, et maintenant je suis à votre disposition avec tous ceux qui m'assistent aujourd'hui pour répondre à la multitude, je n'en doute pas, de vos questions. Merci, Monsieur le Ministre. Qui souhaite poser la première question? Madame la rapporteure, ou sinon? On peut laisser, je pense que les questions vont être nombreuses. Déjà, merci pour votre introduction qui nous donne déjà quelques informations sur votre vision des choses que l'on peut partager aussi pour beaucoup d'entre nous autour de la table. Aujourd'hui, on a le sentiment que l'intercommunalité est différente sur les territoires. Il y a certains territoires, on peut imaginer qu'elle devient un outil supracommunal. C'est plus un outil, c'est une collectivité supracommunale. Et d'autres endroits où c'est un outil au service du développement et de la coopération entre les communes. Est-ce que vous avez aujourd'hui des chiffres, des éléments qui permettent d'évaluer ces choses-là? Alors vous nous les ferez passer, bien entendu. Est-ce que vous avez connaissance de remontées d'intercommunalités où ça ne se passe pas du tout bien, où ça se passe bien, et d'autres où ça se passe très bien? Est-ce que vous avez des moyens d'appréhender cela au sein de votre association? Alors, je ne suis pas sûr, mais je me tourne vers les services, que nous ayons une liste exhaustive, ni un chiffrage précis. Ce que nous savons, c'est qu'il y a effectivement des remontées de difficultés. Et il est incontestable qu'une certaine méfiance à l'égard de l'intercommunalité s'est développée ces 10 dernières années. Un certain recul au niveau des maires par rapport à l'idée intercommunale. Je dis tout de suite que je le regrette parce que je considère que l'idée intercommunale est une idée qui doit être vivante, qui doit être en développement, mais qui doit être maîtrisée. Et le mouvement qui a consisté à vouloir marier, j'allais dire, alors ça a dépendu aussi très souvent de la qualité des préfets qui étaient sur le terrain. Je pense ne pas être injuste, moi j'ai beaucoup de respect, et vous savez que la position de l'Association des maires de France, c'est de souhaiter que le couple maire-préfet puisse se développer, à une condition, c'est que le préfet ait une marge d'autonomie et de capacité de dialogue, parce que si chaque fois qu'on pose une question, il nous dit « bon, je vais téléphoner au cabinet », ça limite bien entendu la qualité du dialogue. Mais en ce qui concerne la mise en place de cette intercommunalité parfois à marche forcée, il y a des préfets zélés, donc je vais prendre un terme aimable, mais qui ont conduit à ce qu'il y ait une forme de brutalisme dans le nouveau dessin des intercommunalités. Et bien entendu, là où ça s'est passé, le malaise reste encore présent aujourd'hui, et c'est même parfois amplifié. Donc c'est un peu général ma réponse, mais elle est liée vraiment à la manière dont ça a été conçu. Dans un département rural comme le mien, moi je me suis battu pour que ma communauté reste telle qu'elle était, parce que d'abord je considérais qu'elle était à taille humaine, qu'elle était de bonne qualité dans son fonctionnement. Communauté d'un peu plus de 20 000 habitants, ça me paraissait tout à fait raisonnable dans un département rural, et j'ai refusé de céder aux pressions, entre guillemets, locales et surtout préfectorales. Bien. Et je crois que je m'en porte bien. J'ai malheureusement quelques voisines, communautés, qui, elles, ont cédé aux instances et qui continuent à ne pas forcément fonctionner dans les meilleures conditions. Donc j'ai des exemples de terrain, y compris dans mon propre département. Je ne vais pas les citer, bien entendu, mais et quand nous avons, on avait encore il y a une semaine plusieurs dizaines de présidents d'interco en visioconférence dans le cadre de la commission que je co-préside, ça remonte, j'allais dire, presque à chacune des commissions de manière relativement importante, et en tout cas beaucoup plus importante que ce que nous connaissions avant la série de lois que nous avons eues il y a une dizaine d'années. Donc, oui, il y a des traces qui continuent, qui font que... après, ça dépend aussi, parce que c'est pas... On ne va pas tout mettre sur le dos des préfets, ça serait trop facile. Ça dépend aussi de la manière dont les présidents d'intercommunalité se comportent.
je veux être équanime en disant cela. Moi, je veille à la libre administration de mes communes, en tant que président d'intercommunalité. Et nous sommes très nombreux à être dans cet état d'esprit, heureusement. On ne peut pas dire que c'est forcément non plus toujours et absolument partagé. Et donc, on peut avoir là aussi des volontés intégratrices ou de petits comtés, on ne va pas dire de duchés, ça serait exagéré, et vécu par certains de cette façon. Mais c'est une infime minorité, telle que nous pouvons le percevoir, et nous avons une vision suffisamment large et panoramique pour le dire. Bon, il y a ici ou là des phénomènes de personnalisation des présidences d'interco qui peuvent parfois poser aussi difficulté. Donc tout n'est pas seulement dans l'évolution de la loi, dans la manière dont les préfets ont pu, sur commande, interpréter cette loi, mais le gros quand même des difficultés que nous pouvons inventorier aujourd'hui et que nous inventorions aujourd'hui, puisqu'elles nous remontent souvent, c'est quand même à la fois les dessins d'intercommunalité sans véritable adhésion des collectivités de base, et puis les transferts de compétences obligatoires qui ne correspondaient pas toujours aux attentes ni à la volonté des élus communaux. Donc voilà, j'allais dire, tels que nous pouvons les ressentir, sans en exagérer le fait, mais en tout cas, qui restent prégnants. Et on le voit à travers différents sondages qu'on a pu faire, où le recul de l'idée intercommunale est malheureusement assez constant dans les derniers sondages. Ce qui est dommage. Et d'ailleurs, j'ai là d'ailleurs des exemples de sondages qui ont été faits où l'idée intercommunale vient très très loin dans l'ordre de préférence de nos concitoyens. Bon, c'est la commune systématiquement, on le sait, c'est vrai pour les maires comme c'est vrai pour les communes qui sont de très loin aujourd'hui les structures et les élus les plus appréciés de nos concitoyens. C'est à fait objectif. Vous pouvez prendre tous les instituts de sondage et tous les sondages sur les 10 dernières années, ils disent la même chose. Je ne suis pas un adepte absolu des sondages, mais quand dans la durée, vous avez toujours les mêmes résultats allant dans le même sens et avec des instituts très diversifiés, on peut considérer que ça donne quand même un sentiment de réalité. Et on constate que maintenant, l'intercommunalité, elle arrive très loin derrière les départements, derrière les régions, bon bref, assez loin dans l'appréciation des élus eux-mêmes. Je ne parle même pas de la population, qui très souvent a du mal à faire la part entre ce qui relève de la commune et ce qui relève de l'intercommunalité. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais président d'Interco depuis plus de 30 ans. Je crois que je n'ai jamais eu un citoyen qui est venu me voir en tant que président de l'Interco. Ils savent tous que je le suis. Alors là, ce n'est pas un problème d'information. Depuis 30 ans, dans un département rural, avec moins de 20 000 habitants dans l'Interco et 12 communes, bon, je ne pense pas qu'ils ignorent, mais ils peuvent venir me voir pour demander des conseils, etc. Mais ils ne viennent pas voir le président d'Interco. Ils viennent voir soit le représentant de l'AMF, soit le maire. Pardon, c'est un témoignage. Peut-être que d'autres auront un vécu totalement différent du mien. Mais on voit quand même beaucoup de nos collègues. Je veux dire, je ne suis pas isolé dans ma tour d'ivoire, à la fois au sein de l'AMF en général et de la commission intercommunalité en particulier. Ce que je suis en train de vous dire, je pense que ça serait ratifié à plus de 90% par l'ensemble de ceux. Hein, je me trompe? Non? Bon, ça va. Je préfère toujours vérifier que je ne suis pas entraîné par mes propres enthousiasmes personnels. Madame la Présidente Cukierman souhaite vous poser une question, Monsieur le ministre. Merci d'abord de votre intervention. M'excuser de mon retard. Peut-être poser en préalable, et dans le cadre de la mission qui a été voulue par le groupe RDSE, la véritable difficulté demeurera l'évaluation qualitative de l'appréciation. Et je crois que vous l'avez dit, Monsieur le Premier vice-président de l'AMF, une appréciation qualitative. Et d'ailleurs, nous pourrions même nous demander, eût-il fallu une commission d'enquête pour que chacun s'exprime, non pas librement, mais avec obligation, sur ce qu'il pense, ce qu'il vit et ce qu'il ressent au sein de l'intercommunalité.
Moi, je veux revenir sur plusieurs problématiques que vous avez posées, parce que notre objectif aujourd'hui, en tout cas en tant que législateur et ici au Sénat, est de pouvoir ensuite déboucher sur des évolutions qui ne sont pas des renversements de table, mais des évolutions qui doivent en tout cas amener à ce que je crois, ce que nous ressentons tous, parfois différemment, mais tous collectivement, à savoir ce point de tension et de crispation entre le maire, son conseil municipal et l'intercommunalité, d'ailleurs quelle qu'en soit sa strate. En tout cas, ça pèse parce que, in fine, tout ce temps consacré par les uns et par les autres l'est fait pour répondre aux besoins de la population. Alors, j'amènerai quelques nuances dans vos propos, notamment sur la loi MAPTAM et la loi NOTRe, et je ne remets pas en cause les déclarations de l'AMF à l'époque, mais elles eussent été un peu plus importantes, peut-être qu'elles eussent été mieux entendues, je vais le dire ainsi. Et je veux revenir sur les découpages, parce qu'effectivement, je crois que pour un certain nombre, nous avons tous vécu des CDCI d'entre nous qui ont été douloureuses, compliquées. Et j'entends, bien évidemment, il y a eu la qualité des préfets, il y a la qualité des présidents d'intercommunalité, mais quand même, dans beaucoup de départements, la question ne s'est même pas posée. Parce que, de vous à moi, vous êtes premier vice-président de l'AMF, tout le monde le sait, à commencer par votre préfet. Et donc, je ne fais offense à personne en se disant ceci ici, mais comme je parlais d'évaluation qualitative tout à l'heure, il me semble que l'on ne traite pas un président d'intercommunalité au moment d'une fusion, qui plus est premier vice-président de l'AMF, qui n'est pas du même bord politique que le président, et qui tout ceci contribue au bon équilibre, y compris de nos relations des uns avec les autres, de la même manière que le président d'une intercommunalité du département de la Loire, dont en vrai, même sur la carte place Beauvau, on ne sait pas où le placer, et où tout ceci n'a que peu d'importance. Je le dis avec un peu d'humour, mais peut-être pour nuancer, peut-être pour pointer, pour donner à voir, et aussi ce que nous pouvons attendre de l'AMF dans le cadre de ça. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut gagner d'un point de vue qualitatif de cette véritable évaluation? Parce que moi, la première, j'étais déjà sénatrice, certains étaient déjà maires et présidents d'interco, mais j'ai voté contre, par exemple, ces deux textes pour plein de raisons, je ne vais pas y revenir. En revanche, je ne fais pas partie de ceux aujourd'hui qui disent qu'il suffit de faire une loi d'abrogation, tout ira très bien et retour à la case départ. Donc je pense que nous avons besoin de travailler collectivement sur des améliorations, mais peut-être c'est pas simplement une question de retour en arrière de telles compétences. De quelles grandes évolutions il y a besoin pour ramener cette sérénité finalement dans le rapport entre les communes, et d'ailleurs au-delà même de la question du périmètre. Avec le fait, bien évidemment, et vous le disiez à la fin, j'en finirai sur ça, c'est que bon, moi des fois ça me désole et en même temps ça me rassure, les maires sont à l'image de nos concitoyens, et donc quand l'individualisme se renforce dans notre société, bien évidemment, les maires en sont aussi l'expression, et donc le fait de partager et de faire avec les autres pour mieux faire est quelque chose qui est antinomique avec l'individualisme d'aujourd'hui. Mais peut-être, voilà, comment est-ce que du côté de l'AMF, et à travers les différentes commissions, y compris de ce rapport parfois complexe, de maires et de présidents d'intercommunalité, si vous aviez, je ne dirais pas une mesure, parce que ça, il appartiendra aux législateurs de le formuler, mais peut-être une idée, voilà, qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait ramener un peu de bon sens pour que ça tourne. Voilà, et qu'on ne s'écharpe pas pendant des heures pour savoir s'il faut envoyer l'ordre du jour, le compte-rendu, le truc, le machin. Ça, c'est inutile. Ça, c'est les relations humaines qui règlent ce problème. Mais vous, vraiment, de l'intérieur, qu'est-ce qui vous semble essentiel à venir mettre en avant pour rééquilibrer, justement, ce rapport entre la place de la commune et le besoin d'intercommunalité pour faire mieux à plusieurs? Merci Madame la Présidente, et de votre humour et de vos questions. En ce qui me concerne, j'ai toujours dit haut et fort mon opposition à la loi NOTRe. Donc je n'ai vraiment aucun problème, même si ceux qui la portaient pouvaient être mes amis. Donc je suis tout à fait à l'aise dans cet exercice.
et tout le monde au sein de l'AMF connaît mes positions sur le sujet, ce qui ne m'a pas valu d'ailleurs que des compliments. Mais ce n'est pas la question. Je vite. Oui. Mais l'association a eu les mêmes. Ils l'ont fait peut-être moins vigoureusement, mais je rappelle que nous sommes une association complexe, mais qui tire sa richesse de sa complexité, puisque nous avons toutes les familles politiques. Et qu'heureusement, dans la généralité des cas, nous savons transcender. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque, puisque ça n'a pas été un débat droite-gauche, même si à l'époque c'était un gouvernement de gauche, ça a été un débat AMF, et l'AMF s'est prononcée contre ce qui était mis en œuvre en ce qui concerne les intercos. Je répète, ne prenons pas la loi NOTRe, parce qu'il y a beaucoup d'autres dispositifs et dispositions qui peuvent être parfaitement justifiés, justifiables et utiles. Donc, en ce qui concerne l'interco, j'ai toujours dit que c'était une démarche, et je me souviens avoir eu d'ailleurs de vifs débats, y compris publics, avec le rapporteur à l'époque qui était M. Dussopt, et nous nous sommes dit des choses qui étaient bien entendu correctes, mais viriles, comme on dit dans le monde du rugby. Donc, là-dessus, moi, je n'ai pas d'aggiornamento à faire par rapport à l'analyse que j'ai faite dès le début et que l'AMF a faite globalement. Je répète, alors, on peut toujours dire qu'elle aurait pu mettre plus de vigueur. Bon, ça, le degré de vigueur, je ne suis pas capable de le définir forcément objectivement. Mais en tout cas, la position a été une position, bien entendu, négative par rapport à l'essentiel de la loi NOTRe. C'est vrai que la crispation, mais je l'ai dit, je n'ai pas employé le mot crispation, mais ça voulait dire ça dans mon propos liminaire. Oui, c'est vrai qu'il y a une tension qui s'est accrue ces dernières années et que dans un certain nombre d'endroits, nombreux, peut-être majoritaires, il y a eu un recul de l'idée intercommunale. Ce que je regrette, parce que je suis pour une idée intercommunale, mais je répète, avec des conditions bien précises qui maintiennent la totale autonomie des collectivités. Je ne suis pas favorable à l'abrogation et je ne pense pas qu'un retour en arrière brutal et sans nuance améliorerait quoi que ce soit. Donc là aussi, je veux être très clair. Moi, je me comporte comme si j'étais devant une commission d'enquête, c'est-à-dire que tout ce que je dis là, je le dirai exactement de la même façon. Je commence à avoir l'habitude. En ce moment, il y a beaucoup de commissions de toute nature. Je reviendrai d'ailleurs au Sénat prochainement pour une commission d'enquête. Je vais bientôt prendre un abonnement, d'ailleurs. Bon, non, toute plaisanterie mise à part, je veux dire, bon, moi, en tout cas, je vous réponds avec la même franchise. J'espère que personne n'y verra ni de la brutalité, ni quoi que ce soit, mais simplement le vécu qui est celui des élus de l'AMF et le mien, et qui nous permet d'avoir une idée claire. Les CDCI, là par contre, nous sommes pour une position très claire. Nous sommes pour la suppression des CDCI. Qu'on n'essaie pas de se servir à nouveau des CDCI pour nous tricoter je ne sais quelle évolution de terrain qui, dans la plupart des cas, ne reflète pas ce que souhaitent les élus. Bien. Donc, vous avez évoqué la CDCI. Vous me dites comment on peut améliorer. Ben déjà, supprimons ce qui pose problème. Et les CDCI, dans la plupart des cas, étaient... ça me rappelle un vers d'un poète qui disait « Je voyais l'ombre d'un cocher tenant l'ombre d'une brosse qui nettoyait l'ombre d'un carrosse ». Eh bien, les CDCI, c'était l'ombre de l'ombre de l'ombre. C'est-à-dire que ça se décidait ailleurs. Bien, c'est ça la réalité. Bon, le poète en question était Scarron. Bien, je cite mes sources. Je ne voudrais pas être accusé de plagiat. Bien, donc, je veux dire, là-dessus, bon, pour le reste, on a toute une série de propositions. On n'est pas simplement dans des constats à l'AMF. Donc, nous sommes, par exemple, en matière de gouvernance, nous sommes pour une amélioration des outils de gouvernance. Et d'ailleurs, nous avons été à l'origine, parce que depuis la loi NOTRe, il y a quand même eu aussi quelques amodiations, quelques évolutions. Je vais en citer une, et c'est l'AMF qui s'est battue pour que ça voie le jour, c'est le caractère obligatoire de la conférence des maires. Car vous aviez beaucoup d'intercommunalités où les maires étaient squeezés, passez-moi l'expression. Bon. Et nous nous sommes battus pour qu'on prenne en compte le fait qu'il y ait obligatoirement une conférence des maires et qu'il ne puisse donc y avoir aucun maire qui soit hors. Alors on a un cas particulier, c'est la métropole de Lyon. Je tiens à le signaler puisque nous avons dans la métropole de Lyon des communes qui ne sont pas représentées dans les instances.
Et nous avons toujours dénoncé ce caractère que nous considérons comme anormal. Dans tout intercôle, chaque maire doit pouvoir y être et avoir droit de parole et d'action. Bien. Donc, voilà, nous avons soutenu le principe d'un pacte de gouvernance facultatif. Nous sommes j'allais dire, pour les textes d'encadrement, les projets, mais nous sommes contre le caractère obligatoire d'un projet de territoire. Le territoire qui est l'objet d'un projet de territoire, c'est la commune. Ensuite, qu'il y ait des textes, dès l'instant où c'est la volonté des élus locaux pour pouvoir mettre en œuvre des politiques communes de la meilleure façon, nous l'encourageons. Et nous sommes contre l'obligation. Donc, sur la gouvernance, nous sommes, je vais faire bref, je ne vais pas vous dire tout ce que nous avons proposé comme amendement au cours du temps et que nous continuerons à proposer si des textes s'y prêtent. Sur le périmètre des intercommunalités, nous sommes favorables à remettre de la souplesse dans les périmètres des intercommunalités, là où subsistent des difficultés pour mieux tenir compte des bassins de vie. Ça répond, Madame la rapporteure, aussi à la question que vous posiez sur les lieux où subsistent des difficultés. Là où subsistent des difficultés, nous pensons qu'il peut y avoir un réexamen, ce qui n'est pas ouvert aujourd'hui. Bien. Donc nous sommes pour des souplesses. Nous sommes pour des souplesses en matière de compétences des intercommunalités. Nous souhaitons que, suivant la typologie des territoires, ce soit les communes qui puissent fixer la répartition des responsabilités. Bien entendu, dans un cadre intercommunal. Nous sommes pour simplifier et ne retenir que 4 groupes de compétences qui pourraient être communs aux communautés, de communes et d'agglomérations, et dans lesquels les communes et l'intercommunalité définiraient les compétences communautaires et leur périmètre d'exercice. Nous ne sommes pas pour le transfert bloqué d'une compétence. La souplesse du territoire nécessite que ça puisse s'appliquer sur certaines communes d'une intercommunalité et pas forcément sur d'autres, en fonction des spécificités des territoires. Et les 4 groupes de compétences, c'est l'économie, ce qui est déjà le cas, l'aménagement du territoire, la mobilité de l'habitat, deuxième volet, la politique de la ville, pour les communautés qui comprennent des quartiers prioritaires, et l'environnement et la transition écologique. Nous considérons que c'est autour de ces 4 thèmes que les compétences pourraient être définies, et je répète, avec une application qui épouse les réalités de chacune des communautés. Par exemple, pour la compétence politique de la ville, évidemment, ça ne peut concerner que celles qui sont dans les quartiers politiques de la ville. Mais pour d'autres compétences plus larges, c'est aussi tout le débat qui a eu lieu sur le transfert obligatoire de l'eau et de l'assainissement. Et s'il y avait eu dessous de sagesse à l'époque, nous n'aurions pas eu 10 ans de débat et une forme de pagaille que nous constatons aujourd'hui, parce que certains regrettent amèrement de ne pas avoir résisté, et donc d'avoir engagé des crédits importants, alors qu'ils étaient contre le principe. Pour que les choses soient claires, j'ai résisté, et l'unanimité des communes de ma communauté, ce n'est pas le président qui a résisté, c'est la communauté qui a résisté, et donc aujourd'hui, je salue l'évolution législative qui permet de choisir. Bon. Il est dommage que ça soit parti d'une obligation. Vous savez, j'ai toujours eu une image qui, en général, faisait mouche dans les discours de congrès départementaux. Dans l'Indre, on n'est pas assez intelligent pour avoir des nappes phréatiques qui épousent la géographie des intercommunalités. Mais je reconnais que nous sommes sans doute un département très arriéré, bien sûr. Bon, non mais toute plaisanterie mise à part,
ça n'a pas grand sens. Il y a des endroits où ça s'impose de faire, même au niveau éventuellement départemental, la politique de l'eau. Et d'autres endroits où ça fonctionne parfaitement et où il n'y a aucune raison de démolir ce qui fonctionne parfaitement, simplement parce qu'on décide qu'au lieu de mettre en place l'esprit de souplesse, on met en place l'esprit géométrique. Un peu d'esprit de souplesse me paraît nécessaire et doit présider à l'évolution de l'intercommunalité. Je crois, pardon, j'ai été un peu long dans les réponses, mais je vais essayer peut-être d'être plus bref pour d'autres réponses. Mais comme c'était des réponses vraiment de fond qui m'ont été posées par Madame la rapporteure et par vous-même, Madame la Présidente, je voulais y répondre aussi complètement que possible. Merci, cher ministre, cher Président. Oui, très brièvement, au-delà un peu dans l'esprit de ce qui s'est dit, moi je voudrais savoir si on travaillera un petit peu dans cette commission sur un peu le vrai esprit des intercommunalités. Parce que moi j'observe maintenant avec le recul qui est le nôtre et qui est le mien, que trop souvent on oublie que c'est d'abord une intercommunalité et que ce ne sont pas des collectivités de plein exercice. Voilà, ça c'est un sujet que tu as abordé, mais il faudra l'aborder. Bon. Et la deuxième chose, j'aimerais savoir si on pourrait faire le point sur nos métropoles. Non pas pour les démolir, car moi j'ai milité pour que celle de Montpellier, que la communauté d'agglomération de Montpellier devienne métropole, donc je suis très très à l'aise là-dessus. Mais au bout de quelques années, on mesure, si vous voulez, l'exercice, hein, les limites de l'exercice. Et quand je dis ça, c'est parce que je vois combien les présidents des métropoles, enfin de ces métropoles-là, je crois qu'on est 13 comme ça à peu près, c'est de mémoire, comment c'est très très compliqué. C'est très compliqué. Je vous prendrai un seul exemple. C'est très compliqué sur le plan financier, c'est très compliqué sur le plan administratif, c'est très compliqué sur le plan technique. Enfin, bon. Et les maires étant habitués, si tu as beaucoup plus de souplesse et de maniabilité, voilà. Je crois qu'il y a quelque chose sur lequel il faudrait réfléchir. Je te prends un seul exemple et j'arrêterai après là parce que j'ai une commission, il faut que je me rende d'urgence. Ce sont les financements de l'espace public. Vous savez que et là, je crois qu'on pourrait y arriver assez facilement. C'est-à-dire, l'espace public de nos communes est passé propriété de la métropole. Moi, je ne suis pas pour qu'on revienne là-dessus. Franchement, ce n'est pas le sujet. En revanche, je suis extrêmement favorable à ce que l'on donne plein pouvoir aux collectivités, à la fois pour financer les communes, pour financer et puis pour réaliser les travaux. Tout simplement parce que les communes, aujourd'hui, moi je vois la mienne, enfin la mienne, l'ex-mienne, malheureusement, nous sommes tous frappés par le non-cumul. J'espère qu'un jour, ça, pour les suivants, ça... Pardon ? Tu te fais du mal, là. Ah, ça, j'ai pas... Moi, le jour où j'ai quitté la mairie, j'ai pleuré. Excusez-moi, mais je vous le dis, j'ai pleuré. Voilà. Toi, tu n'as pas pleuré parce qu'il y a 38 ans que tu y es. Mais moi, j'ai pleuré. Après 34 ans, j'ai pleuré. Bon, bref, tout ça pour vous dire... Quand il y a eu le cumul, moi, j'ai choisi. J'étais député européen et j'ai lâché le Parlement européen pour rester maire. Ah ouais. Donc ça a été un choix. Écoutez, on va arrêter de pleurer. Non, alors ceci dit, j'arrête là. Je te prends un exemple. Vous faites aujourd'hui dans une métropole comme celle de Montpellier, vous faites la rue X, hein, qui vous coûte 100 € de travaux, hein, qui va coûter 100 € de travaux. La métropole vous facture 100 €. Quand c'était nous qui le faisions, ça coûtait 100 €, sauf qu'on pouvait demander une subvention là, mais là on ne peut pas les demander, et pour cause, c'est pas notre propriété. On pouvait vendre un petit bout de terrain dans un coin pour... Enfin, bref, moi j'ai fait beaucoup de réalisations comme ça, avec des financements qu'on a pu obtenir. Donc ça c'est majeur. Et vous savez très bien que les maires sont très attachés à l'espace public, très très attachés à l'espace public, hein, et donc voilà. Alors j'aimerais, voilà, si je veux dire la présidente, chère présidente, Madame la rapporteure, c'est pareil, c'est l'homme fort le rapporteur.
moi, je pense que ça serait bien qu'on fasse un peu le point. Hein, et je tiens à te dire, cher Lionel, que moi, j'ai aucun problème avec Michael, etc. Hein, j'ai travaillé avec Georges Frêche. Quand tu as travaillé pendant 20 ans avec Frêche, tu peux travailler avec tout le monde. Hein, voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Je serais vraiment très attaché à ce qu'on fasse le point sur cette situation et que moi, je pourrais travailler en amont, si tu veux, sur le fait de lister un petit peu les petits sujets que l'on pourrait, si tu veux, enfin, qu'il faudrait d'ailleurs unanimité, qu'on pourrait travailler. Voilà, là j'en ai cité un, il y en a d'autres. Voilà, et là je suis obligé de vous quitter. Bien, je vais essayer de vous répondre brièvement avant que vous soyez partis. D'abord, j'ai commencé par rappeler dans mon propos liminaire, je ne sais pas si vous étiez arrivé, mais que nous parlions d'établissements publics. J'ai été très clair dès le début de mon propos, en rappelant qu'il n'y avait que 3 niveaux de collectivité, région, département, commune, et qu'il y avait d'innombrables formes d'intercommunalité qui étaient des outils au service, soit des régions, soit des départements, soit des communes. Donc j'ai fait cette distinction dès le début de mon propos. Et c'est effectivement important. Les métropoles, il y en a un peu plus, hein, c'est 21. Voilà. Bon. Là aussi, il y en a qui fonctionnent bien, il y en a d'autres où c'est plus complexe. Mais je ne vais pas faire un palmarès. Je sortirai bien entendu de mon rôle en faisant cela, même si j'ai une idée sur la question. En même temps, tout le monde sait que la métropole du Grand Paris est aujourd'hui quelque chose d'inachevé. Et ce n'est pas une critique en soi, c'est la difficulté de l'exercice. Bien. Donc, ça existe. La question que vous avez évoquée, qui est centrale, c'est le transfert de propriété qui a été établi. Parce qu'à partir du moment où la voirie, par exemple, pour reprendre l'exemple, est propriété de la métropole et non plus de la commune, bien évidemment, ça change complètement la nature des relations. Est-ce que la définition de l'intérêt communautaire pourrait y remédier? C'est une question, je pense, qu'il faut que vous vous posiez dans les métropoles, parce que d'après nous, ce qui nous est remonté, il y a peu de métropoles qui aient utilisé cette possibilité juridique. Donc il faut voir si ça répondrait en partie, en tout certainement pas, mais en partie à votre préoccupation de définir l'intérêt communautaire en matière de voirie, mais dans d'autres matières, bien entendu, ça peut aussi s'appliquer. Ça peut être une voie de souplesse et d'amélioration du fonctionnement. Voilà, mais ça, il faut regarder si la bonne utilisation peut être faite qui permette de revenir à une situation. Pour être très honnête, dans ma propre communauté, nous avons décidé d'avoir 2 types de voiries. Une voirie communautaire, c'est celle qui relie plusieurs communes, et une voirie communale, c'est celle qui, bien entendu, est interne à chacune des communes. Bon, ce sont des critères simples qu'on a mis en place et qui fonctionnent. Si, au début, on avait toute la voirie, on a constaté au bout de très peu de temps qu'on ne tiendrait pas financièrement si on gardait toute la voirie sur un seul bloc. Bien. Donc, on est revenu en arrière, parce que nous sommes des pragmatiques, et on a décidé qu'on scindait, et on l'a fait. Ça a été un travail un peu complexe, et il a fallu beaucoup de géomètres sur le terrain. Bon, bref, mais c'est normal, et c'est ça le travail de terrain, dans tous les sens du terme. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je partage votre vision sur l'intercommunalité fédérative ou associative. Néanmoins, là où je partage moins, c'est, vous avez dit, la loi NOTRe est une loi qui a fait reculer la liberté intercommunale. Je peux comprendre le raisonnement, mais je voulais vous interroger sur vos propos, puisque lorsque vous parlez de recul de la liberté, vous parlez de la liberté dans les transferts de compétences et dans le périmètre. Sur les transferts de compétences, vous êtes très clair dans votre raisonnement, vous proposez des intercommunalités en version très resserrée sur 4 compétences obligatoires. Là, ma question, c'est est-ce que vous ne craignez pas que cette proposition aboutisse à une forme d'émiettement intercommunal avec résurrection d'un grand nombre de syndicats et que ça ne complexifie pas finalement le paysage institutionnel déjà très complexe en la matière? Et ma deuxième question sur la liberté du périmètre. Vous avez dit très clairement que vous étiez pour la suppression des CDCI, le retour de la souplesse.
et donc pour une liberté totale, en définitive, d'association sur les périmètres que les communes souhaitent en fonction d'un projet de territoire. Comment vous gérez cette liberté totale avec la notion de solidarité et de projet de territoire finalement derrière pour la collectivité, enfin pour l'intercommunalité, pardon, c'est pas une collectivité qui naît derrière. Je vais m'expliquer avec des cas très concrets. Imaginons un territoire avec une entreprise, ou je pense à la relance du programme nucléaire français et la naissance d'EPR. Imaginons une petite communauté de communes qui verrait naître sur son territoire un EPR avec la ressource fiscale générée très importante. Ma question est évidemment un peu liée à mon origine territoriale. Mais imaginons ce scénario où s'il n'y a pas un peu de volonté intégratrice, il n'y a aucune communauté de communes normalement constituée, rationnelle, qui voudra partager la richesse avec ces communes, avec les communautés voisines. Dans mon territoire, 11 intercommunalités ont fusionné. Je n'étais pas très d'accord pour le faire. Et s'il n'y avait pas eu de volonté intégratrice pour le faire, eh bien, il se serait passé qu'il y aurait eu 2 communautés de communes qui auraient capté l'essentiel de la richesse, avec derrière les autres communautés qui n'en bénéficient pas du tout, et aucun projet de territoire à l'arrivée. Pas de projet de mobilité, pas de projet d'attractivité, pas de projet touristique. La question se pose dans un autre territoire aujourd'hui, comme dans d'autres territoires, à Panly par exemple, où des EPR vont voir le jour. Comment vous gérez donc cette liberté totale que vous préconisez, avec la solidarité financière nécessaire quand même à l'échelle territoriale, et donc des projets de territoire qui doivent naître, alors parfois, je le reconnais, avec la marche forcée, mais s'il n'y a pas un peu de marche forcée et de volonté intégratrice, pour reprendre votre expression, est-ce que, en définitive, on ne se retrouve pas avec des communautés de communes extrêmement riches et à côté, des communautés de communes qui voient passer la richesse à côté d'elles sans jamais en bénéficier et donc des ressources captées? Merci. La question que vous posez est parfaitement légitime et je l'entends. La réponse n'est pas forcément uniquement dans, j'allais dire, les textes concernant les intercommunalités. Parce que ce que vous évoquez, en termes de richesse fiscale, devrait pouvoir être géré sur le plan de la répartition de la fiscalité. Et je considère que là où il y a des équipements exceptionnels, il conviendrait que la répartition de la fiscalité soit très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Et que la péréquation, c'est un mot qui n'a pas encore été utilisé, mais auquel je tiens, donc ça répondra déjà un peu en partie à votre question. Je veux dire, il n'y a pas de décentralisation sans péréquation. Parce que sinon, c'est la loi du plus fort face au plus faible. Donc ça n'avait pas été évoqué, parce que là, les questions qu'on m'avait posées ne me permettaient pas de m'exprimer sur le sujet, mais je suis heureux de pouvoir le faire, parce que dans notre conception, il n'y a pas d'intercommunalité réussie s'il n'y a pas de péréquation. Et ça peut être soit à l'intérieur d'une interco, soit entre des périmètres à déterminer. Et donc je pense que la réponse à votre question, c'est plus au niveau de la répartition fiscale qu'au niveau de la répartition des compétences des collectivités. Alors, je ne vais pas prendre ma casquette de président du comité des finances locales, mais c'est plutôt avec celle-là que je raisonnerai qu'avec celle de coprésident de la commission intercommunalité. Et je pense que la répartition de la richesse fiscale devrait être produite autrement dans notre pays, mais j'allais dire, c'est vrai aussi de la DGF, c'est vrai aussi. Mais là, vaste sujet, dont je suis prêt à débattre avec vous quand vous le voudrez. Oui, merci. Bonjour. Moi, je m'interrogeais. Alors, je vous écoutais et j'essaye de ne pas être trop redondante avec les questions qui ont été posées. Et j'étais assez étonnée sur le fait que vous puissiez dire on a, nous, en fait, fait des propositions sur la conférence des maires. Je pense que c'est assez légitime et en fait, chaque maire souhaitait, au moment des intercommunalités, de pouvoir avoir leur mot à dire. Mais après 10 ans,
La réalité, c'est que on voit bien qu'il y a une très grande disparité sur les territoires. On voit qu'il y a des intercos qui sont vraiment des coquilles vides et d'autres qui ont pris un maximum de transferts totalement intégrés. Et malgré tout, quand on parle à la population, il y a encore un vide total. Enfin, il y a une mécompréhension, une méconnaissance de ce qu'est l'intercommunalité, même dans des intercos très intégrés. Et les plus intégrés, à la limite, c'est presque là où l'image est la plus négative, parce qu'on va... beaucoup de merde, hein, c'est pas moi, c'est l'Interco, c'est moi, c'est la CU. Enfin bon, on vit ça beaucoup sur les territoires. Et pourtant, enfin, ils apportent normalement du service rendu sur les déchets, sur la voirie. Enfin, moi, je fais partie d'une communauté urbaine qui a totalement transféré la voirie. Et donc, je trouve difficile sur les 3-4 groupes que vous avez, de compétences que vous avez définis, de finalement pas porter de projet de territoire. Vous disiez, pour moi, c'est pas obligatoire. Je ne vois pas comment on peut faire de l'aménagement, de la mobilité, sans avoir finalement un vrai projet de territoire sur lequel on pourrait même d'ailleurs fédérer les habitants et peut-être porter quelque chose qui serait plutôt positif ou en tout cas compréhensible pour nos concitoyens. Moi, j'avais 2 questions. La première, c'est il y a eu des choix qui ont été faits et comment l'AMF, en fonction des retours que vous avez eus, comment on pourrait détricoter ou en tout cas apporter la souplesse que vous mentionnez, quand on voit le travail d'Eclect, déjà de compréhension des maires, enfin tous les transferts de charges de compétences qu'il y a eu, enfin comment essayer voilà. Et est-ce que vous avez eu des retours, des propositions assez concrètes? Est-ce qu'il y a eu un état des lieux finalement de quelles sont par typologie de territoire les compétences qui ont été transférées? Voilà. Est-ce que vous avez d'ores et déjà travaillé un peu là-dessus? Et puis j'ai une autre question qui m'a été remontée, c'est au moment des transferts de propriété et notamment de l'espace public dont on a parlé tout à l'heure. Malgré tout, les pouvoirs de police ne sont pas transférés. Et il y a une vraie problématique aujourd'hui qui se pose, particulièrement, on a aujourd'hui des questions liées au dérèglement climatique où on a des carrières de gypse qui sont en train de s'effondrer avec une voirie et des transports bus qui ont été transférés à l'Interco et avec un maire qui se demande s'il doit faire un arrêté d'interdiction, sachant que c'est la seule voirie qui doit passer, mais avec des carrières qui sont en train de s'effondrer. Et du coup, c'est lui qui porte quand même pénalement la responsabilité. Et ça, ce sont des sujets qui n'ont pas encore été, enfin en tout cas qui n'ont jamais été vraiment portés. C'est une co-responsabilité, mais enfin à ce stade, il n'y a jamais eu vraiment de choses très très graves. Mais si ça devait arriver, voilà. Et je voulais savoir si vous-même avez eu ce type de remontée et s'il n'y a pas quelque chose dans les axes d'amélioration, d'apporter des réponses concrètes, en tout cas pour les maires sur les intercos. Alors, sur le dernier point que vous avez évoqué, oui, on a conscience de ces difficultés. Vous pourriez prendre aussi l'exemple de la loi GEMAPI. Parce qu'aujourd'hui, il y a toute la problématique, par exemple, des digues, que l'État est en train de transférer aux collectivités sans aucun véritable moyen pour y faire face. Et avec la responsabilité des élus locaux, dès qu'il y aura des inondations, et il ne suffit pas d'avoir un PPRI, un plan de prévention des risques d'inondation, pour régler les problèmes. On nous transfère, j'allais dire, comme ça, à la hache, les digues, mais il n'y a pas que les digues, il y a je sais pas, les barrages, etc. Il y a toute une série de problématiques liées à l'eau, par exemple. Bon, ce que vous dites pour les carrières était déjà plus ou moins identifié. On va de plus en plus être confronté aux problèmes de l'eau, des risques d'inondation, et on voit bien ces derniers temps pluvieux, je pourrais ajouter, comment la problématique de l'eau est une problématique de plus en plus prégnante, à la fois les risques qu'apporte l'eau, mais aussi les nécessités que l'eau soit maîtrisée et mise à disposition des populations. Donc on a devant nous, et là il n'y a pas de réponse à l'heure qu'il est, ou alors les réponses qui sont apportées sont plutôt, j'allais dire, pour l'État de se débarrasser des questions, et la loi GEMAPI est une loi de débarras. Je ne m'occupe plus de ça, et puis vous levez l'impôt si vous voulez, puisque je rappelle que la GEMAPI fait l'objet d'un impôt spécifique. Alors on nous refuse l'impôt pour faire face à nos besoins, j'allais dire, quotidiens,
Mais quand l'État a besoin de se débarrasser d'un sujet, alors il nous dit vous n'avez qu'à lever l'impôt. Mais vous imaginez les problématiques. Moi, j'ai une rivière dans mon département qui s'appelle la Creuse, qui n'est pas une rivière facile, qui déborde assez couramment, l'Indre aussi d'ailleurs. Et en ce moment, tous les élus locaux se disent mais comment je fais on me refile les digues, on me refile les barrages, on me refile. Mais moi, souvent, ce sont des petites communes, des petites intercos qui sont hors d'état de faire face. Donc on a un vrai sujet de transfert brutal et pour lesquels, comme il n'y avait pas d'engagement de l'État, on ne nous transfère pas les ressources correspondantes. Donc, c'est une vraie problématique et je répète, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Nous demandons depuis maintenant plusieurs années qu'il y ait, 10 ans, je crois, qu'il y ait, j'allais dire, une vraie responsabilité de l'État dans ces domaines qui doivent relever de la solidarité, parce que vous avez la malchance d'avoir une belle rivière, ce qui devrait être une chance se transforme en un souci absolu et sans qu'il y ait de la prise en compte, parce que vous pouvez avoir une concentration de digues, une concentration de barrages sur une ou deux communes, alors que ça, bien entendu, permet la bonne circulation de l'eau sur 300 km. Bon, et qu'aujourd'hui, vous n'avez aucun moyen de péréquation, aucun moyen de prise en compte qui permette d'y faire face. Donc, il y a des vrais sujets, et là, je partage tout à fait votre interrogation. Et je répète, ça fait quasiment 10 ans qu'on dit, mais attendez, ça, vous ne pouvez pas nous le refiler. GEMAPI, on était défavorable au fait qu'on nous refile GEMAPI, parce qu'on n'est pas dans la capacité de faire face à l'ampleur des investissements que nécessitent ces politiques de prévention. Donc là, c'est un vrai sujet. Sur le reste, projet de territoire, je crois qu'on en a tous, parce que sinon, ça ne fonctionnerait pas sur le terrain. Ce que nous ne voulons pas, c'est qu'il soit obligatoire et surtout qu'une majorité puisse imposer à une minorité un projet de territoire. Nous sommes pour le dialogue. Donc, bien entendu que le pragmatisme fait que nous avons tous des projets de territoire. Mais moi, il n'y a rien de rédigé. Et d'ailleurs, dans l'immense majorité de nos collectivités, ce n'est pas rédigé, ça vit. Alors, ça peut vivre bien ou mal, mais ce n'est pas parce qu'on l'écrira que ça vivra mieux. Bien. Donc, je veux dire, bien sûr qu'il faut un projet de territoire, mais nous ne voulons pas qu'un projet de territoire soit imposé par une majorité, même si c'est à une voix, même si c'est à une autre partie du territoire. Nous voulons que ça soit le résultat d'un consensus et d'un dialogue permanent. Voilà quelle est la position résumée, bien entendu, de l'AMF. Merci, Président. Monsieur le ministre, moi je vais vous faire part d'un vécu sur le terrain. Nous avons un parc naturel, 53 communes, qui devrait passer à 87, mais ça c'est autre chose. Et ce parc naturel a été morcelé par 5 intercommunalités. Nous avions une volonté commune avec un projet de territoire, puisque c'était un PNR. Et ce projet de territoire était voulu réellement par les communes, puisque ça avait été fait suite au grand réservoir de l'Aube, avec 5000 hectares de plans d'eau. Vous connaissez bien, je pense. Et donc, il y avait aussi un développement touristique. Et ce développement touristique, avec la loi Notré, il était porté par le parc naturel. Il a dû être porté par une intercommunalité. Et au jour d'aujourd'hui, ça a complètement effondré le parc naturel. Il n'y a plus cette volonté. Et l'intercommunalité qui a pris la compétence touristique n'a pas du tout œuvré dans ce sens. Au jour d'aujourd'hui, on a la charte du parc qui est revue. J'avoue très sincèrement qu'on ne sait absolument pas comment faire. Moi, je sais que j'avais milité auprès du préfet qui, lui, n'a rien voulu savoir. Il a morcelé, tant qu'il voulait, tout ce territoire. La métropole est venue grignoter
des villages jusque dans les Bordeaux, avec les plages, avec tout ça, la métropole a sa façon de voir, les intercommunalités autrement, c'est un vrai bazar, vraiment un bazar. Et j'espère qu'on va pouvoir avoir une certaine souplesse pour revoir un peu tout ça, parce qu'il va falloir reprendre la totalité de ces limites. Ça ne va pas du tout. Donc ça, c'est un mauvais exemple d'intercommunalité, mais je souhaitais vous en faire part parce que vraiment, c'est désolant et on risque en plus de perdre l'appellation parc naturel. Je vous remercie de ce témoignage. Je disais que, bien entendu, il y avait eu les regroupements forcés, mais il peut y avoir eu aussi les divisions forcées. Et ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est l'exemple d'une division forcée, si j'ai bien compris, contre le choix et le souhait des collectivités de base. Et donc, ça répond parfaitement à ce que nous disons, nous, c'est que le choix, il doit se faire à la base. Qu'il doit y avoir... Alors, s'il y a une... Alors, en même temps, sinon on va me dire, oui, mais si vous donnez le droit de veto à tout le monde, on n'arrive à rien. Bon, bien entendu, alors on peut parler majorité qualifiée, on peut parler... La majorité qualifiée, ça a un sens. Je rappelle que la majorité qualifiée, c'est 2/3 des communes représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les 2/3 de la population. Ça peut être, dans la plupart des cas, un bon outil pour lever les blocages, qui seraient des blocages, j'allais dire, microscopiques par rapport à l'intérêt général. Donc il faut trouver... Bon, et le système existe dans de nombreux domaines, et il devrait pouvoir exister quand il y a un blocage totalement minoritaire, compte tenu de l'enjeu et de l'importance du projet. Mais dans tous les sens, il faut, en tout état de cause, j'allais dire, essayer de dégager des majorités, même si elles sont qualifiées, entre guillemets, c'est-à-dire pas totales, je ne parle pas d'unanimité. J'ai été parlementaire européen 10 ans, donc je sais la différence entre, bien entendu, ce qui fonctionne à la majorité qualifiée et avec le veto, n'est-ce pas, de n'importe quelle nation. Bon, c'est un autre débat, mais je veux dire, je sais les difficultés que peuvent entraîner les blocages s'il n'y a pas de majorité qualifiée, mais la règle de l'unanimité. Mais il faut qu'on se rapproche d'un consensus le plus large possible. Et je pense que cette règle des 2/3, moitié ou de moitié et 2/3 est une bonne règle qui permet d'avancer. Donc il faut qu'on puisse la mettre en œuvre et qu'à partir du moment où vous avez sur un territoire 2/3 des communes représentant la moitié de la population ou l'inverse qui se prononcent en faveur de certains périmètres ou de certaines compétences, parce que ça peut s'appliquer aussi aux compétences, alors il faut qu'on puisse en tenir compte. Le micro ne marche pas. Pardon, voilà, ça va mieux. Oui, on s'est connus il y a longtemps au Conseil régional. Moi, d'abord, je voudrais rendre hommage à la cohérence qui est la vôtre sur ces questions-là. Depuis plusieurs décennies, cette approche qui est la vôtre, et sur les intercommunalités en général. Je voudrais vous faire part de quelques inquiétudes. Moi, j'ai participé à l'Interco en 2001 jusqu'à aujourd'hui. J'ai été vice-président. Interco, 7 communes, 33 communes, 66 communes, 140 000 habitants maintenant. J'ai pu voir la différence de la gouvernance. J'ai aussi maintenant pu voir comment les autres intercos dans le département fonctionnent. Et je vois 2 dangers monter. Le premier danger concerne, à mon sens, le lien entre le citoyen et l'interco. Quand un maire, aujourd'hui, fait une réunion de quartier, il est interrogé, comme dans toutes les communes de France, sur les mêmes sujets partout, sur les déchets, sur les transports, aujourd'hui d'ailleurs aussi sur l'insécurité. Et la réponse du maire se cantonne à dire, écoutez, je prends note, mais c'est l'agglo, c'est l'agglo, c'est l'agglo, c'est l'agglo. Bien. Donc je commence à entendre beaucoup des citoyens dire, mais alors, à quoi vous servez? Et moi, comme vous, je suis très attaché au rôle du maire. Et puis je vois une autre question poindre à l'horizon.
Eh bien, écoutez, puisque tous décident à l'agglo, parce que c'est comme ça que le raccourci se fait par beaucoup de concitoyens, puisque tous décident à l'agglo, pourquoi est-ce qu'on ne vote pas directement pour les gens qui sont à l'agglo? Et je pense qu'il y a là un véritable danger, et que je vais même plus loin, je pense que c'est même une intention délibérée de certains dans l'État, car quand on se souvient l'expérience qu'on a pu vivre dans nos départements lors du Covid, j'ai été moi-même amené à intervenir auprès de la préfète de l'époque pour lui dire que je m'étonnais que ces interlocuteurs principaux deviennent les présidents de l'intercommunalité et non pas les maires. Et j'ai vu là une espèce de répétition générale grandeur nature de la part de l'État pour faire des présidents de communauté des interlocuteurs, alors plus simple pour eux, plus facile, moins nombreux, voilà. Alors je me suis dit, tu es peut-être un peu pessimiste. Mais enfin, je vois bien qu'il y a maintenant quand même quelque chose qui monte. Si on ajoute à cela le fait que les intercos construisent des sièges, que les présidents d'intercos finissent par porter des projets. Naturellement, le réflexe humain démocratique, c'est que chacun se sent un peu à la tête d'un petit comté. Et aujourd'hui, à un an des élections municipales, je vois des maires qui vont se représenter, préparer leur campagne. Et il y en a un qui me disait hier, tu sais, je ne sais pas ce à quoi je vais m'engager. Parce que, à part m'occuper de la qualité des trottoirs et puis de l'éclairage public, tout ce que je vais pouvoir dire, c'est naturellement, ça va dépendre de l'agglo. Or, l'agglo conduit des politiques, conduit des programmes qui ne sont finalement démocratiquement validés par personne à la base. Donc, inéluctablement, ça introduira un jour le débat du rapport démocratique, et ça, c'est pour moi une source d'inquiétude par rapport à la notion de commune. Et j'ajoute qu'à un moment, on vient de débattre des petites communes de moins de 1000 habitants et des conditions d'élection. Je trouve que cette perspective ne va pas renforcer l'intérêt d'une femme ou d'un homme qui aurait envie de se présenter à un conseil municipal dès lors qu'il comprendra qu'on va les réunir autour d'une table pour finalement ne décider de pas grand-chose. Parce qu'il faut y ajouter que les maires seuls, souvent, sont associés à la vie de l'agglomération et que le rendu qui est fait de la vie de l'agglomération dans un conseil municipal, il est très aléatoire parce que, moi j'ai proposé par exemple trois conférences par an pour inviter tous les conseillers municipaux de toutes les communes de l'agglomération pour pouvoir être informés des politiques. Mais si on ne fait pas ça, le conseiller municipal lambda de n'importe quelle commune ne verra jamais la virgule d'un truc à l'agglo, c'est-à-dire qu'il aura son magazine d'information, le président de l'agglo qui passera dans les communes de temps en temps pour faire quelque chose, et puis c'est tout. Et puis le maire en dira quelques mots. Donc pour moi, je voulais savoir, Monsieur le Ministre, que vous qui êtes suffisamment averti de ces choses-là, vous n'avez pas pu ne pas voir et pressentir le danger à terme. Comment voyez-vous cette évolution et ne pensez-vous pas qu'il faille être extrêmement vigilant sur la tournure que pourrait prendre tout cela dans les années qui viennent? Monsieur le sénateur, je partage, alors est-ce que je vais employer le mot inquiétude? En tout cas, les interrogations fortes que vous avez évoquées à l'instant. Et nous voyons bien la tentation de l'État d'essayer de mettre au niveau intercommunal la plupart des décisions, des réunions, etc. Même quand ce n'est pas dans la compétence de l'intercommunalité. J'ai vécu ça dans mon département, nous sommes dans la même région. Bon, je me suis élevé contre ce type de choses, et d'ailleurs, quand ça ne relève pas des compétences de la communauté, je refuse de siéger sur ce type de sujet. Tous les présidents d'interco ne font pas forcément comme moi, mais en ce qui me concerne, je tiens à préserver en permanence, dans le cadre intercommunal, l'identité de chacune des communes. Ça, c'est un comportement, ce n'est pas la loi. Est-ce qu'il faut le traduire de manière réglementaire ou législative? Peut-être. Alors, il ne faut pas en faire des carcans non plus. C'est là que la nuance est complexe. Parce qu'on ne doit pas déshabiller les communes. Et en même temps, on a besoin de mutualisation. Vous avez les deux
bout de la ficelle, si j'ose dire. Comment mettre en œuvre des mutualisations qui sont souvent indispensables et comment faire en sorte que ça ne déshabille pas la commune et les élus communaux en termes de responsabilité. C'est à ça qu'il faut que, collectivement, nous soyons capables de répondre. Donc après, il faut rentrer dans le détail. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça concerne la gouvernance, ça concerne l'évolution des compétences. Un peu ce que j'ai dit, mais trop rapidement, bien entendu, même si j'essaie de m'exprimer aussi complètement que je peux devant vous. Donc, oui, c'est un vrai sujet. Alors, pour que les choses soient claires, l'Association des maires de France est totalement, viscéralement, et si nécessaire, brutalement opposée à ce que l'élection se fasse au suffrage universel en ce qui concerne les communautés. Pardon de le dire comme ça, mais c'est vraiment ce qui ressort de l'immense majorité de nos adhérents. On a 35 000 adhérents, même un peu plus si on compte les présidents de communautés. On doit avoir autour de 35 500 adhérents. C'est-à-dire 98% des maires et 90% des présidents d'interco. À part quelques-uns, je veux dire, sur la masse, il y en a forcément. Mais à l'immense, immense majorité, bien entendu, vouloir élire au niveau intercommunal les représentants de l'intercommunalité, ce serait tuer les communes. C'est clair. Et ça, c'est... Alors, je vais vous dire, dans le monde perturbé, je ne parle pas seulement de l'international, je parle là de notre pays, qui est le nôtre, éloigner encore un peu plus du citoyen les lieux de responsabilité et de décision, alors vous pouvez tous remettre votre écharpe. Mais pas les remettre sur les épaules, les remettre au râtelier. Pardon de vous le dire comme ça. Donc, c'est un combat fondamental pour la démocratie. Et je crois qu'il faut que chacun en ait pleinement conscience, mais je sais qu'au Sénat, c'est globalement le cas. Mais, je veux dire, bon, puisque vous m'amenez à en parler, je le dis avec cette franchise brutale qui fait bien entendu mon charme naturel. Merci, Monsieur le Président. Je passe la parole à notre collègue Lucien Stanzione. Merci, Monsieur le Président. Cher André, mais en fait, tu viens de répondre grosso modo, et je crois que c'était le sens un petit peu de la question de mon collègue tout à l'heure. En fait, c'est peut-être pour la fin il faudrait que tu nous dises un peu comment tu vois l'avenir du rapport entre l'Interco et les communes, mais tu viens de le traiter en partie en creux, mais peut-être ça vient de le dire de façon affirmée. Et la deuxième chose, je souhaitais te poser la question de savoir, parce qu'on est en train de réfléchir dans d'autres groupes de travail au Sénat sur l'élargissement des pouvoirs de dérogation du préfet, et comment tu verrais un élargissement de ce pouvoir-là, notamment dans le domaine intercommunal. On a un peu parlé sur l'élargissement, mais si d'aventure ça arrivait sur ces domaines-là aussi, ça voudrait dire que le préfet pourrait avoir quand même un impact important dans le cadre de ce pouvoir de dérogation. Alors, le pouvoir de dérogation, je veux dire, on veut tous de la souplesse. Et donc, donner une possibilité de dérogation au préfet en général, hein, avec un X et un S à la fin, au préfet, on y est tout à fait favorable. Mais je rappelle que toute dérogation doit se faire à l'intérieur des textes existants, et non pas en trahissant ni la lettre, ni l'esprit des textes. Une dérogation, c'est une possibilité d'assouplissement, de facilitation, d'adaptation. Ce n'est pas de pouvoir faire le contraire de ce que dit un texte. Donc, le débat sur les dérogations, je veux dire, on n'y est pas défavorable, mais il faut que ça soit bien encadré. Sinon, ce sont les préfets de Napoléon III. Je ne suis pas sûr que ce soit un modèle qui soit adapté à notre époque. Ça ne l'était déjà pas à l'époque. Relisez Victor Hugo et Napoléon le Petit. Il faut parfois, vous voyez, se replonger dans l'histoire. Et quand l'histoire est écrite littérairement par Victor Hugo,
c'est jamais du temps perdu. Bien. Donc, à l'évidence, ça peut être, si c'est de la souplesse, si c'est une capacité d'adaptation, on a tous en tête des exemples sur le terrain en disant, bon, enfin, c'est absurde, là, si vous vous en tenez à la rigidité absolue. Bon, mais là, si on fait un tout petit crochet, on répond à toutes les attentes. Donc, ayons cette capacité de souplesse de report. Mais ça ne peut pas être, j'allais dire, par exemple, sur le plan de l'intercommunalité, un préfet qui déciderait à titre dérogatoire qu'il va compléter la carte des intercommunalités. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il faut supprimer la CDCI? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'était que toute la France soit couverte d'interco. Bon, moi, j'aurais souhaité que toute la France soit couverte d'interco, mais dans la liberté. Ça n'a pas été le cas. Bien, c'était le reproche initial que je faisais. Bon, mais maintenant, la France est couverte d'interco. À partir de là, il n'y a plus besoin de CDCI. Par contre, il peut y avoir des demandes d'ajustement des périmètres, auquel cas ça doit relever de procédures mises en œuvre pour le permettre. Et ce que nous demandons, c'est que ces procédures qui doivent être encadrées. Il ne s'agit pas de démembrer ce qui existe, mais il s'agit partout où il y a des difficultés et qu'un certain nombre de maires d'une intercommunalité disent « écoutez, vraiment chez nous, ça ne marche pas ». Donc on vous demande un réexamen. Et bien que la procédure de réexamen puisse être mise en œuvre. Donc, je répète, il ne s'agit pas de démolir ce qui a été fait. Je sais qu'il y a une autre association qui se baptise intercommunale, qui est plutôt en disant qu'il ne faut surtout rien toucher. Non, nous ne disons pas qu'il faut tout démolir, mais nous disons qu'il faut adapter. Chaque fois que cela est nécessaire. Et c'est la position de l'immense majorité des présidents d'interco que nous avons et que nous voyons en permanence. Donc voilà, on souhaite des souplesses. Après, il faut mettre en place les dispositifs. Je ne dis pas qu'ils existent aujourd'hui et qu'ils le permettent aujourd'hui dans de bonnes conditions. Mais avoir une procédure d'appel, soit des compétences, soit des périmètres, quand il y a, ça peut être un quart des maires, après, ce serait au débat parlementaire de le définir, mais on peut dire, bon, si un quart des maires d'une communauté se dit qu'il y a une difficulté, il faut qu'il y ait une instance qui puisse examiner la difficulté. Après, soit un consensus se dégage pour surmonter la difficulté, et tant mieux, soit ça n'est pas le cas, et à ce moment-là, il peut y avoir un vote à la majorité qualifiée qui permette de faire face à la difficulté. Donc on peut avoir des mécanismes. Alors là, je vais reprendre ma casquette de juriste, donc je vais vous inventer un tas de manières de faire. Bon, je ne vais pas m'y lancer maintenant, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Oui, merci. Justement, on attend de vous aussi que vous fassiez des propositions sur des outils et des améliorations des outils de gouvernance notamment. On va vous faire passer voilà, tout le fond de réflexion qui est le nôtre. C'est l'objet du questionnaire. Engagement et proximité en 2019, 3DS en 2021 ont fourni déjà quelques premières marches de l'escalier pour entériner des possibilités d'évolution de la carte intercommunale. Est-ce que vous avez aujourd'hui des exemples de fusion ou de scission d'intercommunalités, notamment plutôt des scissions? Est-ce qu'il y a des communes qui sont sorties d'interco pour aller sur d'autres? Est-ce que vous avez vous nous donnerez aussi des exemples? Ça peut être important pour nous. Puis vous avez aussi parlé de la souplesse dans les compétences, des compétences un petit peu à la carte, comme on pouvait avoir à une époque les syndicats intercommunaux à la carte. Aujourd'hui, on a déjà un petit peu ce sujet-là sur certaines intercommunalités où, par exemple, la compétence scolaire n'a été transférée que sur une partie de la communauté de communes, mais se pose quand même la question financière et il faut assortir cette souplesse d'un mécanisme financier qui me permettrait aux communes qui n'ont pas la compétence de pas payer deux fois cette compétence-là, une fois à titre communal et une fois à titre intercommunal. Donc si vous avez aussi des idées là-dessus. Et puis plus globalement, je répondrai à quelques points que vous avez abordés. La compétence GEMAPI, juste vous dire que nous n'aborderons peut-être pas précisément cette compétence dans le cadre de ce rapport parce que nous avons nos collègues de la délégation de collectivité territoriale qui sont en train de mener une mission sur le sujet.
cette loi, vous avez dit la loi GEMAPI. Alors, c'est un amendement dans la loi MAPTAM qui est passé à 2 heures du matin, sans étude d'impact et sans modification législative depuis. Voilà, donc depuis 2014. Donc, je pense qu'il est temps peut-être de se pencher aussi sur cette compétence. Et comme vous le dites, je viens d'un territoire de montagne et je sais la difficulté de la mise en place de la taxe pour qu'elle soit équitable sur un même territoire et aussi la difficulté de gérer ces dossiers notamment de prévention des inondations. Sur l'eau et l'assainissement aussi, vous avez parlé de cette compétence. Enfin, nous y sommes arrivés avec l'obstination du Sénat depuis 10 ans. Voilà. Écoutez, le reste de la réunion, je vous remercie vraiment pour les éléments que vous nous avez donnés et la vision aujourd'hui de l'AMF sur l'intercommunalité et ses relations des fois complexes entre les communes et les intercos. N'hésitez pas à nous faire remonter les éléments que nous avons demandés. Merci aux collègues aussi. Vous avez vu que nous avons tous des avis différents, des fois divergents aussi, en fonction des territoires. Mais c'est la richesse du Sénat et en fonction aussi des expériences de chacun. En tout cas, je vous remercie parce que quand vous parlez, les sénateurs autour de la table, on sent que vous parlez aussi de ce que vous connaissez très bien. Et ça, c'est un avantage pour notre mission. Merci en tout cas. Merci à vous. Quelques chiffres sur ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire les fusions et les éventuelles scissions, puisqu'il y en a eu quelques-unes aussi, même si elles sont peu nombreuses. Oui, depuis donc la loi depuis 2021 et donc post-loi engagement et proximité, on a nous pu décompter 2 scissions de communautés, donc 2 procédures. Ça a concerné donc 2 communautés qui finalement font 4 aujourd'hui. Elles ont eu lieu pour les 2 la même année en 2021. 2 procédures de fusion. 18 changements de communes ont changé de communauté depuis 2021 et 8 changements de catégorie, notamment pour devenir communauté d'agglomération. Voilà, à peu près les grands changements depuis 2021, mais on peut vous donner le détail puisque nous, on suit à jour chaque année, évidemment, l'évolution de la carte de façon précise. C'est somme toute peu quand même. Ça date que de 2021. Oui. Et dans un contexte... Je ne vais pas vous expliquer, 2021 c'était encore le Covid. Et je ne suis pas sûr que tous nos élus soient conscients que de nouvelles possibilités leur ont été offertes. Bon, donc il y a, en peu de temps, parce que, je répète, 21, je pense que pas grand monde avait l'idée à tout cela, on avait d'autres sujets d'urgence à gérer, mais je suis convaincu qu'au fur et à mesure que nos collègues sauront qu'il y a des possibilités de souplesse et d'évolution, ils seront beaucoup plus nombreux à demander à les utiliser. C'est sûrement aussi le fait que quitter une intercommunalité ou fusionner une intercommunalité, ça entraîne quand même des conséquences fiscales, notamment pour les citoyens, suffisamment complexes pour peut-être mettre la pédale douce sur le sujet. Puis maintenant, on arrive quand même dans une période, j'allais dire, préélectorale, qui va geler toute évolution à l'évidence. À l'évidence, et y compris juridiquement. Avant de conclure, Monsieur le Président, moi je voudrais également une question à vous poser. Pourquoi pas, après tout, je suis président, c'est moi qui la parle en dernier. Il faut bien qu'il y ait un privilège de président. Exactement. Je voudrais vous poser la question suivante. Vous avez rappelé à plusieurs reprises dans vos propos liminaires que l'intercommunalité, et singulièrement les EPCI, n'étaient que des constructions, en aucun cas des institutions. Et qu'il était dès lors peut-être plus facile de détricoter ce qui est construit que de détricoter une institution solide. En même temps, vous dites qu'il est peut-être l'heure de repenser les découpages sur les territoires en fonction de l'évolution des réalités locales, notamment, vous disiez, le bassin d'emploi, le bassin de vie. Par contre, vous êtes pour la suppression, si j'ai bien compris, de la CDCI, qui est constituée que d'élus. Qu'un élu dise cela, ça me heurte quelque part. Deuxième question, et après je vous laisserai parler, Monsieur le Président. Quelle est, selon vous, la raison pour laquelle, alors que dans le secteur privé, lorsqu'on mutualise, on fait systématiquement des économies, sinon on ne mutualise pas, on ne se rapproche pas, on ne se fusionne pas, alors que dans le secteur public,
On a la volonté, en théorie ça marche quand on plaide la cause de la mutualisation, tout le monde comprend, et en réalité, parfois on est très déçu. Il y a des exemples nombreux soulevés par la Chambre, des chambres régionales des comptes qui le regrettent comme d'autres peuvent le regretter. Merci. Alors, sur la CDCI, elle avait un objectif qui était de couvrir le territoire d'intercommunalité. L'objectif est atteint. Donc, j'allais dire, l'objet des CDCI est épuisé. Mais j'ai dit aussi qu'il fallait imaginer d'autres dispositifs pour pouvoir répondre. J'ai pris un exemple théorique. 25% des communes de ma communauté considèrent que ça fonctionne mal et demandent soit un changement de périmètre, soit un changement de compétence. La proposition, c'est à partir du moment, alors est-ce qu'on dirait un tiers, est-ce qu'on dit, peu importe, c'est une image simplement. À partir du moment où il y a ce droit d'appel, soit sur les compétences, soit sur le périmètre, il y a d'abord un débat interne à la communauté. Est-ce qu'ils arrivent à prendre en compte bon. Et si ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et à prendre en compte les demandes de modification, à ce moment-là, il doit y avoir, et c'est là qu'il faudra recréer quelque chose à la place des CDCI, mais avec un autre objectif qui est... Alors, il y a d'abord le préfet, mais moi je préfère que ce soit un collectif d'élus qui soit saisi, avec le préfet si nécessaire, pour pouvoir essayer d'arbitrer, et puis si vraiment la demande est justifiée et qu'il n'y a pas d'accord interne, eh bien on donne droit à la demande. Bien. Mais il faut pour ça une commission, alors comment on la baptisera, j'en sais rien, mais il faut bien entendu un lieu où ça puisse se débattre et où ça puisse être arbitré en présence du représentant de l'État, cela va de soi. Donc il faut un autre dispositif. Je ne dis pas qu'il faut plus de dispositifs, mais les CDCI telles qu'elles ont fonctionné, et souvent pas très bien pour être honnête, où c'était plus des batailles de clans, bon, je veux dire, sur le terrain, les CDCI, ça n'a pas toujours été... Je confirme, enfin, chez moi... Bon, allez, je ne vais pas prendre de qualificatif, mais l'intérêt local n'était pas toujours conforme dans les débats à l'intérêt général. Il y avait des arrangements, n'est-ce des pas? accommodements. Bien, donc je ne vais pas faire le procès des CDCI, elles ont fonctionné bien ou mal, suivant le poids des élus. Tout à l'heure, Madame la Présidente évoquait le poids des élus éventuellement de telle ou telle commission. C'est vrai qu'on peut avoir le sentiment parfois que quand un tel est présent dans une commission, ça ne se passe pas tout à fait de la même façon que quand il n'est pas présent à la commission. Je dis ça tout à fait au hasard et je ne vise personne. Donc, vous savez, ça me rappelle quelqu'un qui avait dit à un grand avocat « Ah, qu'est-ce que ça serait bien, maître, que vous soyez juré ?» Et l'avocat en question avait répondu « Oui, mais ce ne serait pas le même procès. » Merci, Monsieur le Président. Sauf si vous avez quelque chose encore à ajouter. Je crois que je me suis largement exprimé. Là, de toute façon, on aura un échange avec écrit. Donc, je vous propose de mettre un terme à cette réunion de travail en vous remerciant une nouvelle fois. Je vous rappelle, mes chers collègues, que nous nous retrouvons, pour ceux qui le peuvent, demain à 13h30 pour entendre les représentants de l'Association des maires ruraux de France. Merci. Merci à vous. Non, c'est Eric Kretzel.